Ce qui caractérise l'économie la transformation digitale aujourd'hui, qui est le plus frappant, c'est ce qu'on appelle l'économie de plateforme. Alors l'économie de plateforme, c'est connu à travers les Amazon, Facebook, Alibaba, Uber, etc. Donc c'est très important. Il y a une étude du MIT qui a dit que cette économie de plateforme, quand on essaye de comprendre sa contribution au développement de l'économie, c'est 50% de la croissance américaine dans les 5 dernières années. Alors bon, ça, à la limite, vous direz, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Ce qui est plus inquiétant, c'est que c'est à 50%, 75% américains, à 23% chinois et à 2% européens. Là, évidemment, on se dit, bon, soit c'est vraiment important, c'est un vrai sujet, et ça doit nous interpeller, soit c'est une petite passade, et c'est pas grave, il y aura une nouvelle tendance, une nouvelle vague, dans 2-3 ans, c'est à ce moment-là, on sera prêt, donc il n'y a pas de problème. Donc vous avez compris mon opinion. Si on devait caractériser qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est Uber, c'est Facebook et autres, je dirais, je voudrais prendre l'exemple d'Amazon, parce que je pense qu'il faut l'illustrer. Regardez ce qu'est Amazon. Amazon est une entreprise de vente par correspondance qui s'est développée pendant très longtemps, 10 ou 15 ans, avec beaucoup de succès. Un jour, ils se sont dit, mais au fond, ce que nos clients recherchent chez nous, c'est bien entendu de l'excellence, mais c'est aussi du choix. Et on n'arrivera jamais, nous, à offrir tout le choix possible, parce que ça voudrait dire avoir des entrepôts démultipliés, une présence mondiale, on n'arrivera jamais à... Donc on va créer un environnement dans lequel non seulement on va vendre nos produits, mais on va vendre des produits de nos concurrents. On va vendre des produits de tous ceux qui veulent les vendre dans notre environnement. Ça s'appelle une marketplace, et c'est ça l'économie de plateforme. Et puis, à un moment donné, ils se sont dit, mais on va même passer à, finalement, tout ce qu'on a, on a créé une infrastructure qui est formidable, on a les technologies de monétisation, de répartition des flux, on a la logistique. Tout ça, on pourra en faire profiter d'autres entreprises. Et ils ont créé Amazon Web Services, qui est, je crois, le deuxième fournisseur de services cloud dans le monde, avec une croissance de 30 à 40. Le premier maintenant, ouais. Donc, bon, c'est interpellant, hein, c'est excessivement interpellant. Et je pense que c'est une bonne définition simple. Alors derrière cet exemple, qu'est-ce qu'on voit? C'est des masses de clients qui interagissent avec des masses de fournisseurs, donc une capacité d'intermédiation très forte, une technologie qui permet de faire ça, une importance de la donnée critique, une facilité à monétiser ça, c'est-à-dire de reconnaître les flux d'argent, à faire remonter les flux d'argent au bon endroit, et bien entendu, une expérience client exceptionnelle. Je fais depuis 13 ans en France une étude qui s'appelle le podium de la relation client, dans le secteur de la distribution, une entreprise qui apparaît numéro 1 par rapport à toutes les entreprises de distribution françaises, c'est Amazon. Okay. Donc c'est quand même interpellant, alors que ce n'est pas du tout l'entreprise de distribution la plus importante en France. Voilà. Donc ça, c'est les caractéristiques de ce qu'est une économie de plateforme. Encore une fois, c'est l'enjeu. Pour l'instant, c'est une bataille qu'on regarde et dans laquelle on n'est pas très actif. La question, c'est quel est le prochain coup et est-ce qu'on peut monter à bord du prochain coup? Est-ce que je peux dire un mot sur ce point-là? Parce qu'on avait convenu que je fasse aussi un peu mouche du coche, même si, parce qu'il se trouve que je lis le blog d'Eric et je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Puis je me suis dit, c'est pas amusant pour notre audience et on est d'accord sur tout. Et donc sur cette économie de plateforme, je voulais inviter à nos amis là, à s'interroger sur la question de création de valeur. Parce que d'un côté, vous avez complètement raison, cette économie de plateforme, c'est l'élément disruptif de notre économie aujourd'hui. Il suffit de regarder, comme vous disiez, la valorisation en bourse, le chiffre d'affaires de ces entreprises. Donc ça impose aux entreprises, je dirais, classiques, donc Walmart contre Amazon, Disney contre
a elle-même adopté des stratégies d'économie de plateforme. Mais en même temps, aujourd'hui, on ne sait pas si elle crée de la valeur. Et il y a plusieurs exemples flagrants à ça. Il y a évidemment l'inénarrable Uber, dont tout le monde sait qu'aujourd'hui ils perdent de l'argent et qu'ils ont mis à mal l'industrie du taxi. Moi, je donne aussi un chiffre qui, je trouve, est spectaculaire. Le macaron taxi à New York, donc un taxi qui est des voitures, elle est 1,3 million de dollars en 2003, je crois. Et Google étant passé par là, ça vaut quelques centaines de milliers de dollars. Donc, où est la création de valeur? Sur Amazon, Amazon n'a jamais gagné d'argent sur la partie e-commerce. Et Amazon continue d'être déficitaire sur la partie e-commerce. Et justement, ce qui permet aujourd'hui à Amazon de continuer à lever des fonds et avoir la confiance de ses investisseurs, c'est le cloud. C'est-à-dire une activité, je dirais, adjacente, qui n'a été d'ailleurs possible que grâce, finalement, à non pas les revenus, mais tout le savoir-faire développé sur la première partie. Donc je pense que la discussion qu'on a là, elle ouvre un premier débat qui est que je pense, comme vous, que cette économie de plateforme, elle s'impose à nous, qu'on ne va pas y échapper. Je ne sais pas si on a des personnes ici du secteur automobile, mais je veux dire, moi j'entendais dire que d'ici 2020, moins de 30% des gens seraient, enfin des gens qui circulent et se déplacent, le feraient avec la voiture dont ils sont propriétaires. Donc je veux dire, ça change complètement le modèle de cette industrie. Donc la révolution, elle est là. On en parlera tout à l'heure. Elle est rendue possible par la génération de données qui elle-même génère des services qui sont quasi parfaits. C'est une perfection quasi mathématique dans la confrontation de l'offre et de la demande. C'est ça en fait l'élément de rupture. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui elle crée de la valeur ou pas pour notre économie? Ben ça, c'est une question qui effectivement reste ouverte et elle créera de la valeur si elle permet le plein emploi, la croissance dans le monde, la fin dans le monde, la pauvreté, etc. Absolument. Alors, je vais juste, pour le plaisir du débat, dire deux choses sur ce point-là. D'abord, je pense qu'il finance la croissance, c'est-à-dire qu'Amazon arrêterait ses coûts marketing, limiterait ses coûts marketing, il ferait immédiatement en un quarter beaucoup de profit. Donc c'est ça que la bourse valorise du reste. Peut-être que Uber, je reconnais que c'est beaucoup moins évident parce qu'ils achètent de la part de marché. Pour ceux qui sont français et ne le savent pas, mais Uber dans le monde entier subventionne les chauffeurs. C'est-à-dire que vous payez une course 10 et Uber donne 12 aux chauffeurs. Et c'est comme ça qu'ils créent un réseau de masse immédiatement, ils préemptent un marché, et une fois qu'il y a la masse critique, winners takes all, et puis là ils peuvent recommencer à donner moins, comme ils essaient de faire en France aux chauffeurs, ou monter. Donc il y a aussi ce sujet de la valorisation de la croissance, qui est dans leur modèle économique. On verra quand ils vont arrêter de faire de la croissance. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interventions. Moi, je ne décris pas du tout un monde merveilleux. Je dis simplement, c'est le monde dans lequel on va. Et je voudrais citer, peut-être là pour nous projeter un petit peu, 3 axes, et avec Anne, on va essayer de donner des exemples un peu concrets des axes dont je vais parler, des axes de développement de cette économie de plateforme. Et je vais commencer par le premier auquel vous n'auriez pas pensé peut-être spontanément, qui est l'opportunité d'accélérer l'internationalisation des entreprises. Quand une entreprise comme Orange, par exemple, voulait s'internationaliser, dans le passé, elle rachetait des entreprises ou créait des partenariats commerciaux. Quand vous avez un client qui demande, je ne sais pas moi, un Total ou un Shell qui demande d'avoir un contrat unique européen de télécommunications, il n'y a pas énormément, c'est quand même, vous connaissez bien Orange, il n'y a pas énormément de choix en dehors de Vodafone pour offrir ce type de service. Avec une économie de plateforme, vous pouvez, ce que j'ai décrit, c'est-à-dire un ensemble, une technologie qui permet
d'avoir des services qui viennent de différents opérateurs, qui peuvent être Orange, qui peuvent être Deutsche Telekom, qui peuvent être Telia ou autres, avoir cet environnement-là, d'être capable d'offrir un service qui va s'appeler Orange pour chaîne, qui va couvrir 50 pays en Europe, et derrière, cette plateforme-là va redistribuer les revenus et les coûts en fonction de règles préalables. Une application de l'économie de plateforme, un sujet qui est quand même important pour nous Européens, qui est de faciliter le développement international de nos grandes entreprises. Le second axe qu'on voit vraiment se développer très fortement, c'est tout ce qui a trait aux objets, ce qu'on appelle un peu abusivement l'Internet des objets. J'étais à Las Vegas, comme peut-être certains d'entre vous, il y a quelques semaines, et ce qui est frappant, c'est que on ne parle plus de services, on voit des objets partout sur tout et n'importe quoi. On est vraiment rentré dans ce monde de l'Internet des objets. Et ça ouvre aussi un autre champ, c'est qu'on parle très souvent, y compris dans les exemples qu'on illustre avec vous, de domaine B2C. En fait, il y a un analyste de Forrester, c'est pas moi, donc je lui donne la paternité de ça, qui a dit la transformation digitale du front office, c'est-à-dire la mobilité, les moyens digitales, le web, tout ça, ben c'était un tsunami, mais ce qui vient devant dans le B2B, c'est un earthquake, un tremblement de terre, et c'est très vrai parce que là, ça change non seulement les interactions avec les clients, mais ça change les business models des entreprises. Quand vous avez, ce que j'ai vu, quelqu'un une boîte type Safran qui a son iPad, qui est en train de regarder des problèmes sur un moteur d'un Boeing qui est entre Pékin et Tokyo et qui règle un sujet et qui prévoit la maintenance préventive de ce moteur avant même que le pilote soit au courant. On a changé le monde et on a changé de business model, c'est-à-dire qu'on ne vend plus des moteurs, on vend des heures de moteurs fonctionnant avec de la maintenance incluse. Donc là, c'est vraiment, et ça c'est permis aussi par tout ce monde d'Internet des objets. Et là, vous avez des initiatives absolument remarquables et considérables, comme par exemple General Electric, qui vient de développer une plateforme qui s'appelle Predix, et qui a vocation à être utilisée peut-être chez Shell. Vous êtes vous avez la vôtre. Donc c'est une initiative similaire. Donc vous créez votre plateforme, vous faites appel à un certain nombre de personnes dans un écosystème qui vont développer des applications et vous allez ensemble voir des clients et amener des choses avec clients. Bon, ce sont vraiment des développements tout à fait extraordinaires. Et la troisième, et c'est peut-être là où on va passer un peu plus de temps pour donner des exemples, c'est tout ce qui a trait à l'agrégation de services. Parce que pour l'instant, beaucoup de ce dont on a parlé, les Uber, les Airbnb et autres, c'est l'économie de partage, ou c'est l'économie de l'échange d'informations avec Facebook, mais c'est pas beaucoup d'agrégation de services qui viennent de différentes sources. Il y a plusieurs mondes qui sont en train d'être bouleversés actuellement, et Anne, je vais peut-être vous demander de l'illustrer. Vous devez commencer avec l'automobile, parce que c'est quand même un monde dans lequel c'est en train d'arriver. Donc il y a le monde de l'automobile, il y a le monde des villes intelligentes, et puis il y en a plein d'autres, il y a le monde de la maison, etc. Et là on voit des services qui vont s'agréger de différentes manières, enfin de différentes sources, excusez-moi, et la vraie question, ça va être qui va être légitime pour être l'agrégateur de services-là au regard des clients. En fait, ce qu'on vient de dire, c'est que l'économie de plateforme a créé la rupture sur les 3 dernières années, je dirais. Donc c'est très récent. Très récent. Quelque part, cette rupture, elle est là. Enfin, je veux dire, on la repoussera pas, il faut faire avec. Ce qu'évoque Eric, c'est la rupture qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que les technologies permettent en effet, à travers l'Internet des objets, de capter maintenant de nouveaux types de données. D'ailleurs, à Las Vegas, c'est une bonne référence. Il y a tellement d'objets connectés, il y a vraiment des trucs, on se dit, mais à quoi ça sert ? Et en effet, la moitié, ça sert à rien. Et je peux vous dire, ça servira jamais à rien. Mais maintenant que l'humain
intelligent naturellement, a compris qu'il pouvait tout connecter, il connecte tout. Et il réfléchit effectivement, dans un deuxième temps, au service qu'il va connecter, et la rupture qui est en train d'arriver, mais dans laquelle nous ne sommes pas encore, c'est celle qui va être effectivement amenée par tout ce qui est lié, et Eric a évoqué le terme, à l'analytique prédictive. Et là, on change encore de dimension, parce que ça veut dire que non seulement tous ces objets connectés vont nous renseigner sur un tas de choses phénoménales, mais ils vont décoder finalement le monde qui nous entoure de façon à être capable de plus en plus de nous prédire l'avenir. Donc l'exemple de Boeing, de la réparation de l'avion, est un excellent exemple. Moi, on m'a évoqué ces dernières semaines, ces derniers mois, une ligne de recherche sur l'analyse prédictive qui implique en plus la voix. Alors je voulais mentionner ça dans cet auditoire, je reviendrai après à la voiture, mais c'est directement lié en réalité, parce que aujourd'hui, les données qui sont remontées des objets connectés sont plutôt des données, je dirais, techniques d'un nombre d'objets, par exemple d'un nombre de voitures en matière de trafic passées à l'instant T à un endroit, ou une intensité d'usage de l'électricité ou de l'énergie. Enfin, c'est des données mathématiques. En fait, ce qui est en train d'arriver dans le monde de l'Internet et de l'innovation, c'est en plus une analyse de la voix, qui va rajouter encore une dimension et qui va faire que, par exemple, dans un contact center chez Orange, on va avoir des algorithmes qui vont analyser la voix, la façon dont et les clients appellent et les opérateurs reçoivent cet appel, et ça va permettre de déclencher un enseignement et donc des règles sur l'optimum des arguments d'accueil et la façon de traiter les clients. Il y a des recherches en ce moment, notamment sur les forces de vente. Alors, j'aimerais pas trop être dans une entreprise où on fait ça, je trouve que c'est un peu effrayant, mais on analyse finalement tout le contenu sémantique des échanges des commerciaux avec leurs clients, de façon à repackager les offres et de façon à revoir, mais jusqu'au pricing, le moment où il faut informer un client du pricing, d'une offre, etc. Enfin bref, on est en train de reconstruire un monde futur sur la base de ces données, y compris la voix que l'on prend en ce moment. Et on citait encore un autre exemple, après je vais m'arrêter dans les exemples, mais dans le monde du cinéma, où en réalité il y a des études qui sont faites aujourd'hui qui croisent le contenu sémantique des films, le contenu sémantique des réseaux sociaux qui ont commenté ces films, et puis les échanges des particuliers, et qui permet de renseigner les scénaristes sur, là aussi, l'optimum en termes de mots utilisés, de concepts, d'émotions, etc., qui va faire que le film sera... Alors, toute cette partie analyse prédictive, donc vous voyez qu'on n'a même pas encore effleuré le début du commencement du champ des possibles. Pour le coup, ça va révolutionner notre existence. Et en effet, on se disait en préparant cet entretien, moi, un de mes sujets préférés dans ce domaine, c'est effectivement la voiture et la mobilité. Parce que s'il y a un monde qui nous touche tous directement et qui est en phase de changer complètement de modèle, c'est bien celui-ci, où non seulement, je ne sais pas combien d'entre nous posséderont encore une voiture d'ici 3-4 ans, probablement très peu. Non seulement la voiture sera effectivement en mode partagé, probablement pour un certain nombre d'entre elles conduite de façon autonome. On a tous lu les articles sur les progrès de Tesla, et c'est d'ailleurs très intéressant, parce que ces entreprises qui viennent d'univers complètement différents, c'est-à-dire Uber avec ses taxis, Tesla avec ses batteries, et bien sûr les constructeurs automobiles, tous sont en train de nous dessiner la voiture intelligente de demain, qui, pour reprendre mon point sur le prédictif, sera devant ma porte à l'heure où je pars au bureau, mais je ne l'aurai même pas appelée. Elle sera là et elle saura où je vais. Elle ne me demandera même pas ce que je dois faire. Et ce qui est fort
formidable dans notre monde. C'est même pas de la science-fiction ce dont je vous parle là. C'est la discussion que nous avions à table sur les publicités qu'on trouve de plus en plus assertives et finalement indiscrètes, qui nous proposent des choses dont on a parlé avec notre meilleur ami la veille. On se demande comment le publicitaire pouvait le savoir. Voilà, ça c'est ce monde digital qui nous arrive. Absolument, il y a du reste, au moment où on se parle, il y a des Google Cars qui tournent à San Francisco, qui sont des petites ambulances, donc vous avez un problème cardiaque, vous les appelez, elles viennent, vous montez dedans, il y a la possibilité de faire une vidéoconférence et des analyses immédiatement, et en fonction, elle détecte votre état, et elle vous amène directement d'urgence. Il y en a 3 ou 4 qui tournent. Donc on voit bien qu'on est presque déjà dans les phases de test de tous ces sujets-là. Ça intègre des capteurs, c'est ça aussi qui est très nouveau. C'est à la fois une couche d'intelligence, des capteurs, et puis toute l'intelligence à l'intérieur du véhicule. Et pour l'instant, la seule chose qui bloque le développement, c'est des environnements réglementaires, c'est la gestion du changement, c'est toute une série de choses tout à fait importantes. Hein, je ne suis pas du tout en train de dire. Mais c'est pas la technologie. Mais c'est pas la technologie, exactement. La technologie est déjà là, et du reste, la valorisation du verre, juste pour vous faire sourire si vous ne le savez pas, mais la valorisation en bourse du verre ne peut être comprise et analysée que si vous comprenez que leur modèle cible, c'est non pas de générer 20 ou 25% de commissions sur les chauffeurs, mais c'est 50% sur des voitures sans chauffeur. Et c'est ça qui explique la valorisation actuelle du verre, qui est effectivement stratosphérique. Donc, on ne parle pas puisqu'il y a des gens qui investissent là-dedans, et c'est qu'ils pensent que c'est un horizon de temps, on va dire moyen terme, et pas long terme. Voilà, donc je pense aussi peut-être, Anne, si vous pouvez donner un autre éclairage aussi sur le monde de la ville connectée. Oui. Alors, la ville, elle est au cœur même de ce sujet de mobilité qu'on évoquait. Bon, la ville, c'est comme un corps humain, avec j'ai presque envie de dire un battement de cœur. Voilà, c'est notre environnement immédiat. Donc effectivement, la question de la Smart City, alors qui est presque un gros mot dont à mon avis peu de gens mesurent toute l'envergure, mais est absolument fondamentale parce que c'est effectivement ce lieu qui va accueillir cette mobilité complètement repensée, qui est essentielle d'ailleurs pour l'avenir de notre planète, parce qu'il va sans dire qu'il y a un enjeu environnemental derrière tout ça qui est flagrant, puisque aujourd'hui non seulement la population mondiale augmente, je ne vous apprends rien, mais le nombre de voitures individuelles par tête de pipe mondialement continue d'augmenter. Donc je veux dire, on est dans une course infernale où la pollution va devenir irrespirable et on le sait tous, présente des enjeux de santé énormes un peu partout. Donc dans la ville, les grands enjeux, c'est évidemment la mobilité, on en a dit un mot, c'est évidemment toute la gestion de l'énergie, avec là aussi le besoin de bien allouer les ressources au moment où elles sont utiles et les économiser entre-temps, alors que ce soit les ressources énergétiques ou les ressources telles que l'eau par exemple. Donc là effectivement on a des solutions de capteurs qui permettent, si je prends l'eau aujourd'hui, il y a eu des progrès étonnants faits notamment sur les fuites d'eau. Alors ça semble trivial, mais il faut savoir que c'est un chiffre mais hallucinant. 60% de la consommation d'eau des villes est en fait constituée de gaspillage. C'est de l'eau qui est perdue parce qu'il y a des fuites, parce qu'il y a un mauvais reroutage de l'eau. Donc c'est vrai que ces technologies qu'on évoquait, notamment les capteurs qui vont informer donc, de l'existence d'une fuite et déclencher tout un cycle de maintenance technique et de répartition, vont permettre d'économiser ces ressources. Donc dans la ville, il y a cet enjeu majeur d'économie des ressources, puisqu'elles sont vraiment au cœur aussi de cette consommation. Et puis il y a un enjeu social aussi,
qui est que la ville, c'est vraiment la communauté au sein de laquelle vont se recréer ces liens, je dirais, issus de l'économie digitale, qui ne sont pas des liens digitaux, d'ailleurs, qui sont des liens humains, mais qui se recréent selon les schémas et la philosophie de l'économie digitale. Et aujourd'hui, on observe que même si les réseaux sociaux sont mondiaux, Facebook, Twitter, enfin Dieu sait quoi, on observe, il y a des schémas assez passionnants qui montrent qu'en fait, l'essentiel des échanges se fait localement. Et donc il y a des schémas très spectaculaires de cartes nationales, mondiales, des échanges réseaux sur Twitter, où par graphisme, on voit l'intensité des échanges, et en réalité, plus on est sur un réseau mondial ouvert, et plus l'échange est local. Et évidemment, c'est un sujet sur lequel se penchent beaucoup les sociétés de communication et de marketing, parce que c'est une réalité économique. Donc la ville, elle incarne aussi cette communauté de proximité, et elle incarne ces nouveaux rapports sociaux qui vont devoir en découler. Très bien. On peut peut-être, merci pour ça, Anne, on peut peut-être essayer de tirer quelques conclusions en termes d'impact sur les organisations et les entreprises, enfin conséquences, si c'est des conclusions, ce serait un peu ambitieux. Peut-être un des plus importants, vous l'avez exprimé, c'est la gestion des données, des grands nombres de données. Alors on utilise plein de terminologies pour ça, entre les algorithmes, le big data, l'intelligence artificielle, enfin, il y a beaucoup de concepts. La réalité, c'est que c'est relativement compliqué, mais vous savez, ce qu'avait dit le patron de General Electric, il dit, je dirigeais une entreprise industrielle, le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai dirigé une entreprise de software. Je pense qu'on y va quand même aussi beaucoup dans cette direction. Donc on va avoir des algorithmes un peu partout qui vont gérer cette grande masse de données. On parle d'ailleurs d'algorithmocratie dans notre société moderne. Voilà, qui vont nous permettre d'identifier les priorités. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que ça ne se fera pas sans intelligence humaine pour non seulement les concevoir, mais les utiliser. Moi, je ne connais pas, donc nous, on est très impliqués là-dedans, dans nos métiers, il faut qu'on investisse beaucoup là-dessus, parce que c'est l'avenir aussi de notre métier. Et il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'algorithme, ce sont des gens qui savent les utiliser. Et vraiment, ça serait une erreur majeure de penser, je suis sûr, Anne, que vous serez d'accord avec moi, on va arriver rapidement à un truc presse-bouton où on a un problème et il y a un algorithme qui le résout. C'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une intelligence augmentée grâce à des algorithmes qui permettent donc d'aller plus loin sur la compréhension de phénomènes très complexes avec des masses de données de plus en plus. Alors peut-être un mot là-dessus, parce que je disais, souhaitais aussi aborder la dimension un peu philosophique de tout ça, et notamment autour de l'intelligence artificielle, qui est enfin, moi un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui m'interpelle beaucoup en tant qu'être humain, parce que vous avez lu ces débats sur les progrès de Google, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est très largement Google qui est en tête sur la recherche dans le domaine. Donc à travers le jeu, en fait Google est en train de mettre en exergue des éléments vraiment fondamentaux, qui est de savoir si on sait tous maintenant que l'ordinateur peut battre l'humain au jeu d'échecs, au jeu de Go. Maintenant, le débat, c'était de savoir si, finalement, deux ordinateurs conçus par Google pouvaient se battre entre eux et engager la partie dans des univers qui n'ont justement pas été modélisés par les ingénieurs de Google. Et donc, il y a eu récemment une annonce presse sur le fait que pour la première fois, les deux ordinateurs avaient en effet généré des schémas de jeu. Alors moi, je ne connais pas les règles, je ne vais pas vous étudier précises, mais vous allez comprendre le principe. Les ordinateurs avaient généré des schémas de jeu qui échappaient
au modèle que les ingénieurs avaient inséré dans la machine. Et donc, quelque part, c'était la prise du pouvoir des machines sur l'humain. Je veux dire, clairement, le débat, c'est ça, et c'est vraiment le vrai sujet. Alors, je pense que personne dans cette salle ne sait répondre à la question si, effectivement, la machine va prendre le pas sur l'humain. Donc, je trouve que dans des moments comme ça, parce que c'est quand même un vrai sujet, à mon avis, il faut revenir un peu aux grands fondamentaux et justement sur la notion même d'intelligence. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on est un peu audacieux quand même, parce qu'un ordinateur, ça reste un ordinateur. Et il faut essayer de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle par rapport à notre intelligence humaine, soit pour nous inquiéter, soit pour nous rassurer. Ça, on vous laissera la conclusion. Mais en gros, l'intelligence humaine, elle est faite de deux capacités qui ont été très bien expliquées par les grands philosophes que sont Platon et Aristote. Ces deux grandes qualités sont les suivantes. Si on prend la philosophie aristotélicienne, on a une intelligence de l'expérience. Donc cette intelligence de l'expérience, c'est par exemple un enfant de 5 ans qui pour la première fois sort de la ville, va à la campagne, il découvre un tracteur, son père lui dit bah, ça c'est un tracteur, et le gamin il a compris pour le restant de ses jours c'est un tracteur, et il reconnaîtra des tracteurs voilà, dans le monde entier. La deuxième dimension de notre intelligence, c'est l'intelligence platonicienne, c'est-à-dire celle qui parvient à nous permettre d'élaborer un concept sur la base d'une idée. Ça, c'est le même enfant qui revient en ville, qui va prendre un bout de bois, qui va jouer au tracteur, et qui va imiter le bruit du tracteur, qui va imiter le rythme du tracteur, et il n'aura pas besoin de tracteur en vrai pour avoir vraiment l'impression de jouer avec le tracteur. Ça, c'est l'intelligence humaine. Par rapport à cette intelligence, que fait en fait la machine? En fait, elle a quand même, je dirais heureusement, je fais partie de ceux qui se rassurent un peu, elle a deux faiblesses par rapport à ça. C'est que un seul tracteur ne permet pas, même un outil simple de reconnaissance de photos sur Instagram, de reconnaître un tracteur. C'est-à-dire qu'il faut qu'Instagram ait fourni à la machine des milliers, pour ne pas dire des millions de tracteurs, pour qu'à coup sûr, Instagram retrouve après systématiquement que c'est un tracteur. Alors ce qui fonde un peu mieux que l'intelligence humaine, c'est que malgré tout, ils vont être capables de reconnaître un tracteur dans la pénombre, enfin dans des circonstances que peut-être l'œil humain trouvera un petit peu plus difficiles. Mais néanmoins, c'est quand même important de se redire que c'est cet afflux de données, d'où aussi notre sujet, qui aurait permis d'enseigner la machine et de la rendre plus intelligente. Et vraisemblablement, la machine n'ira jamais au deuxième stade, même si là, je vous l'avoue, il y a un débat, notamment avec les sémantiques, enfin, les experts en sémantique, c'est que je ne pense pas que d'un concept, la machine parvienne à développer une réalité physique. Donc d'un côté, je dirais que, rassurons-nous, l'intelligence humaine continuera à avoir un supplément d'âme quelque part qui nous permette de juguler la machine, mais néanmoins, on l'a vu à travers les exemples que nous avons donnés, on est aujourd'hui dans un carcan d'échange d'informations. Il n'y a quasiment plus aucune limite sur la façon de capter cette information. Enfin, je mets au défi maintenant. Moi, dès que je me pose une question que je trouve intelligente, je trouve un ingénieur qui me dit « Ah, mais ça, on saurait le faire ». On ne l'a juste pas fait parce qu'on n'a pas trouvé de modèle économique. Mais il n'y a pas de limite aujourd'hui sur le type de données qu'on peut capter. Mais en effet, il faut encore un peu d'intelligence humaine pour les diriger, je dirais, dans le bon sens. D'où l'importance aussi de l'éthique, l'importance de la politique. C'est qu'il faut fixer des règles, une régulation qui nous permette de vivre dans un monde qui reste harmonieux. Parce que le risque que le monde soit disharmonieux, avec tout ça, existe. Absolument. Et puis, un dernier point que j'espère on a illustré, c'est qu'il faut quand même une bonne dose d'humilité par rapport à quand il s'agit de prévoir l'avenir.
et évidemment l'avenir des entreprises. Et ça a une conséquence quand même concrète, c'est que le salut d'une grande entreprise, comme par exemple, moi je travaille beaucoup avec un groupe qui s'appelle le Crédit Agricole, qui est un groupe très installé au sens traditionnel du terme, mais cette entreprise-là, elle a créé un endroit qui s'appelle le Crédit Agricole Village, qui est un endroit d'innovation ouvert, qui est un incubateur dans lequel il y a des fintech, et elle a cet état d'esprit en disant la prochaine innovation, on mettra trop de temps à la trouver, à la mettre sur le marché, et c'est plus intelligent d'essayer d'être ouvert au monde. Ça les a amenés du reste à une deuxième réflexion auquel on a été associés, mais qui je pense qui est intéressante pour illustrer jusqu'où ça va en termes concrets. C'est qu'on a créé un concept qui s'appelle le Crédit Agricole Store, où des développeurs externes au Crédit Agricole accèdent aux données de compte des clients et créent des applications. Alors, une application, ça va être, au lieu de vous avez votre relevé, ça va être je ne comprends pas une dépense, j'ai une application qui s'appelle Cherche qui c'est, puis on appuie ça, on s'envoie avec à votre copain ou avec votre épouse ou avec qui vous voulez, et avec un point d'interrogation, c'est quoi sa dépense? Bon, ça c'est pour rigoler, donc il y a des applications rigolotes, il y a des applications plus sérieuses d'optimisation fiscale, etc. Mais le côté intéressant, c'est évidemment pas le sujet de l'application elle-même, c'est que ce sont des applications qui sont co-créées avec des clients sur des boîtes de pizza dans des agences du Crédit Agricole et qui sont, entre le moment où l'application est lancée et le moment où elle est en ligne, il y a 2 mois, hein, là où il fallait 3 ans. Il fallait 3 ans il y a 1 an, il ne fallait pas 3 ans il y a 50 ans. Donc vous voyez le changement, donc humilité, c'est pas nous qui le faisons, c'est des développeurs externes. Co-création avec les clients, donc nos clients savent mieux que nous ce dont ils ont besoin, évidemment agilité, rapidité, etc. Donc on rentre dans un monde où je trouve même les grandes entreprises vont devenir de plus en plus humbles en disant ce qu'il faut c'est qu'on soit ouverte, qu'on ait ces capacités d'accueil, de compréhension et de transformer ça en quelque chose d'actionnable rapidement pour nos clients et aussi un peu, si je veux faire une petite touche philosophique, que ce soit aussi darwinien, parce qu'on ne sait pas ce qui va marcher. On sait que ce qui va marcher aujourd'hui, ça ne marchera peut-être pas demain. Donc le mur d'applications dont je vous ai parlé, il y a 40 applications. Dès qu'elles ne sont pas utilisées, elles sortent, elles sont mises à la poubelle, puis il y en a d'autres qui arrivent. Donc, oui, c'est compliqué, oui, il y a des sujets de gouvernance, mais c'est même une coopérative de développeurs externes au groupe qui gère cet environnement. Donc je trouve que c'est une vision, si vous voulez, quand vous pensez à un groupe bancaire aussi établi, aussi stable, aussi monolithique, qui n'a pas beaucoup bougé en 200 ans, beaucoup d'humilité et d'agilité. Qu'est-ce que font les Américains et les Chinois que nous, on ne fait pas? Alors, ce qu'ils ont comme atout que nous on n'a pas, ils ont d'abord une langue commune, ils ont un marché qui est dans un cas de 300 millions de personnes, dans l'autre de 1,5 milliard, donc ça facilite quand même. Ils ont un accès au capital et au talent qui est plus facile que chez nous. Voilà. Alors peut-être juste parce que ça malheureusement ça perdurera, voilà, et c'est un vrai enjeu pour nous Européens. Peut-être juste pour nous rassurer un petit peu, sur les talents aujourd'hui, en Europe, on a quand même des écoles d'ingénieurs qui sont réputées produire des ingénieurs globalement de très très haute qualité selon les standards internationaux. Moi je connais des startups de Californie qui vont chercher leurs ingénieurs sortis des écoles françaises. En plus, ils le font d'abord parce que les jeunes sont vraiment très bien formés, mais aussi pour une raison culturelle, c'est que le succès de toute cette technologie Internet a aussi amené des fortunes très rapides. Enfin, moi j'ai vécu en Californie, c'est sidérant. Hein. Et donc ces fortunes ont aussi monté un peu à la tête de ces jeunes développeurs qui sont payés des sommes invraisemblables et qui en plus sont de moins en moins fidèles à leur entreprise. Et aujourd'hui c'est le problème de la Silicon Valley, ce turnover. Alors quand ils viennent chercher un petit gars sorti d'une école d'ingénieur, même en province française,
bah, le gars il va rester quand même, enfin il est tellement content qu'on soit venu le chercher qu'il va rester un peu plus longtemps. Et ça on m'a dit c'était un gros avantage. Le deuxième avantage, parce que ça j'ai observé aussi au fil du temps, c'est que aujourd'hui dans nos petits pays, parce qu'il faut quand même bien le dire, c'est nos petits pays, les startups qui se montent, et c'était pas vrai il y a 5 ans, mais d'emblée elles sont globales et internationales. C'est-à-dire que justement cette prise de conscience de la taille du marché, de la fin des frontières sur ces plateformes, enfin, du champ du possible qui s'ouvre, fait qu'il y a un changement de culture, et moi je le trouve vraiment palpable sur cette dimension. Et de ce point de vue-là, les pays européens prennent le chemin d'un pays qui est reconnu comme le modèle absolu dans la génération de start-up innovation, qui est Israël. Et pour la même raison, c'est-à-dire qu'Israël, depuis à peu près 10 ans, est la référence notamment en termes de cluster de start-up et d'innovation, parce que c'est un petit pays, c'est un pays qui bénéficie d'une très forte diaspora à travers le monde, et puis dont les sociétés ont tout de suite compris l'importance de ce modèle de l'internationalisation. Donc aujourd'hui, pour nous Français, nous Belges, etc., le fait d'avoir pris conscience de ça, c'est une vraie différence. Et on le voit concrètement dans certains projets, c'est-à-dire que, notamment sur les projets Internet des objets, on est quand même très fort. Il y a Sigfox, il y a une société comparable qui s'appelle Activity, là où Sigfox est sur un modèle propriétaire, Activity sur un modèle ouvert. C'est des boîtes qui d'emblée sont mondiales et d'emblée lèvent des fonds pour aller déployer des réseaux à l'international. Et ça, c'est des secteurs notamment infrastructure, où il y a une vraie présence européenne ou française. Bon, nous, on est aussi, en France, je dirais les champions mondiaux du covoiturage avec Blablacar. Blablacar, il faut le dire, dans sa catégorie est numéro 1 mondiale. Blablacar, d'emblée, a eu cette vision globale. Donc finalement, on a appris de nos faiblesses, et aujourd'hui, dans certains domaines, on arrive à prendre pas dans tous malheureusement, mais on arrive à prendre le dessus grâce à ça. Absolument. Et à Las Vegas, vous savez, il y avait les deux premières délégations, c'est les Américains et les Français, et la troisième, c'est les Israéliens. Et le reste pour les Israéliens. C'est très impressionnant. Et là, je vous invite tous à aller à Station F, donc l'incubateur créé par Xavier Niel, parce que, alors après, autant on peut commenter la personnalité, etc., mais enfin, cet homme-là est quand même visionnaire, et que ce soit la qualité de l'école qu'il a créée pour former des développeurs, je veux dire, c'est des gens, ils sont à la sortie de l'école, mais on se les arrache dans le monde entier. Donc ça, il faut dire bravo. Et là, il crée l'incubateur, et c'est bien parce qu'il l'a fait à l'américaine. Il a créé le plus gros incubateur, pas d'Europe, du monde. Des incubateurs comme celui qu'il a créé, il n'y en a pas en Californie. Pas de cette taille-là. Donc on verra ce qu'il donne, mais en tout cas, c'est la bonne direction.